chers amis téléspectateurs de Gandiaye Horizon TV, la nouvelle chaîne web 100% jeunesse créée par les jeunes pour les jeunes sous l'aide des adultes, a l'honneur d'accueillir aujourd'hui un professeur des sciences de la vie et de la terre du nom de M. Ahmad Ba dans notre rubrique éducation comme thème d'aujourd'hui, l'immunologie. Bonjour M. Ahmad Ba. Bonjour. Bon, monsieur Ba, dans nos flyers, la majeure partie des élèves demandent qui est monsieur Ba, qui est monsieur Ba. Je pense que l'occasion nous est donnée pour que vous puissiez vous présenter à nos chers amis téléspectateurs pour qu'ils puissent mieux vous connaître. D'accord. Merci Abdul Karim. Je pense que c'est important la présentation. Bon, je m'appelle Ahmad Ba. Je suis professeur de sciences de la vie et de la terre au lycée Samba Dione de Gandiaye. Bon, je vais juste préciser que je suis natif de Gandiaye, donc je suis aussi un produit du lycée Samba Dione de Gandiaye. C'est vrai que j'ai quitté la localité, cela fait un bon moment. Bon, je suis revenu dans ma localité en 2018, donc je suis à ma deuxième année. Donc juste pour dire que je suis un natif de la localité, donc qui enseigne, un professeur qui enseigne dans sa localité, plus précisément au lycée Samba Dione de Gandiaye. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est nettement clair pour nos amis téléspectateurs. M. Ba est natif de Gandiaye, mais en même temps il est aussi professeur des sciences de la vie et de la terre au niveau de Gandiaye. Bon, nous allons directement attaquer notre sujet qui parle aujourd'hui de l'immunologie. Monsieur Ba, pourriez-vous nous dire c'est quoi l'immunologie? Merci monsieur Abdou Karim, une question très pertinente. Je vous remercie d'abord de m'avoir choisi quand même pour dérouler un cours portant sur un thème d'une importance capitale. Pourquoi ce thème est important? Parce que c'est un thème qui touche beaucoup de niveaux. C'est un thème qui touche la troisième, qui touche la terminale S, S2, S1 et la terminale L et la terminale L2. Ok. Donc, parlant de l'immunologie, l'immunologie est une discipline, donc est une partie de la biologie qui étudie l'ensemble des moyens de défense, d'accord, de l'organisme qui lui permettent de se défendre contre un corps étranger. Je pense qu'en résumé, c'est ça la définition de l'immunologie. Merci beaucoup, M. Ba. Si on entend bien, l'immunologie, c'est l'ensemble des moyens de défense de l'organisme. Bon, nous allons attaquer notre deuxième question, qui est quelles sont les grandes choses à retenir dans ce thème? Merci. Bon, c'est la raison pour laquelle même j'ai opté de projeter la leçon, parce que qui parle science de la vie et de la terre parle de schéma. D'accord, c'est pour permettre à mes élèves, je dirais même à tous les élèves qui auront l'occasion de suivre ce cours, d'avoir de visu, d'accord, les schémas, pour que je puisse revenir sur des notions essentielles. Parce que je précise que aussi c'est un thème qui est déjà déroulé normalement en troisième, en terminale et en terminale. Donc je vais juste revenir sur les points les plus essentiels pour permettre aux élèves de faire une petite révision vu le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte de crise. Bon, c'est un thème qui est divisé en 3 leçons, en troisième, et en terminale, S et L aussi. La première leçon porte sur le système immunitaire, la deuxième leçon porte sur la réponse immunitaire, et la troisième leçon porte sur le dysfonctionnement du système immunitaire, le cas choisi est le cas de l'infection au VIH/SIDA. Bon, aujourd'hui, moi je ne me limiterai que sur les 2 leçons que j'ai même regroupées en une leçon, à savoir le système immunitaire et la réponse immunitaire. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Bon, pouviez-vous nous parler du système immunitaire? Du système immunitaire, merci beaucoup.
Bon, avant même de parler du système immunitaire proprement dit, j'aimerais vous présenter un plan. Donc, je dirais même deux plans. Le plan de la leçon portant sur le système immunitaire et le plan portant sur la réponse immunitaire. Et il est important de présenter le plan pour plusieurs raisons. D'abord, le plan va faciliter l'apprentissage. D'accord? Donc, je recommande aux élèves, au terme de chaque leçon, de présenter un plan. Donc, je pense que ce plan va les permettre quand même de mieux retenir les points les plus essentiels de la leçon. En résumé, faciliter leur apprentissage. Le système immunitaire dans le programme est divisé en trois grandes parties. Dans la première partie, on va juste voir la notion d'intégrité. Dans la deuxième partie, la notion d'immunité. Et dans la troisième partie, la notion de système immunitaire. La réponse immunitaire présente deux grandes parties. La réponse immunitaire non spécifique et la réponse immunitaire spécifique. Revenant au système immunitaire, dans la première partie, par la même occasion, j'aurai l'occasion de revenir encore sur la notion de choix et la notion de non-choix. Dans la réponse immunitaire, dans la première partie, je parlerai de la réaction inflammatoire, revenir encore sur la phagocytose, l'activité du complément et la production d'interférones. Et dans la deuxième grande partie portant sur la réponse immunitaire, je vais revenir encore sur la réponse à médiation humorale et la réponse à médiation cellulaire. Donc voilà en quelque sorte la manière dont je vais essayer quand même de revenir sur certains points qui me paraissent être essentiels sur les deux leçons, à savoir le système immunitaire et la réponse immunitaire. Voilà. Pour définir le système immunitaire, là aussi tu as posé une question pertinente. Le système immunitaire, comme son nom l'indique, un système est un ensemble. D'accord? Le système immunitaire regroupe l'ensemble des organes, des cellules et des molécules que l'organisme utilise pour se défendre contre un corps étranger. Donc voilà un tout petit peu en résumé la définition du système immunitaire. Si vous me le permettez, je peux attaquer directement la première partie portant sur la notion d'intégrité. Pour définir la notion d'intégrité, je vais juste partir du fait que nous vivons dans un environnement qui est parsemé de micro-organismes, c'est-à-dire de microbes. Parmi ces microbes, certains sont des microbes qui sont pathogènes, autrement dit qui peuvent nous causer des maladies. Mais ce qu'il faut savoir est que ces microbes ne peuvent nous causer des maladies que lorsqu'ils entrent dans le milieu intérieur. Donc l'organisme doit tout faire pour empêcher ces microbes d'entrer à l'intérieur. Parce que nous savons tous qu'une maladie peut aboutir le plus souvent à la mort. Donc que fait l'organisme? Quand le microbe parvient à envahir l'organisme, donc l'organisme essaye juste de s'en débarrasser. L'organisme essaye d'éliminer le microbe pour éviter les maladies, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure. Donc, après avoir éliminé le microbe, vous savez, l'organisme garde intact l'ensemble des organes et des cellules de l'organisme. Donc, pour enfin éviter leur perturbation. Maintenant, cette propriété de l'organisme a gardé intact les organes sur le plan fonctionnel et sur le plan constitutif, ce qu'on appelle l'intégrité. Donc, en résumé, l'organisme élimine les microbes pour maintenir son intégrité. Donc, c'est ça. Bon, je vais en profiter ici pour revenir sur la notion de soi et la notion de non-soi. Je rappelle que, aussi c'est important de le préciser, au terme de cette leçon, l'élève doit être en mesure de définir la notion d'intégrité, de définir la notion de non-soi et de définir la notion de choix. Voilà. Bon, dans l'organisme, pour
identifier, pour que l'organisme puisse identifier, faire la distinction entre les microbes, c'est-à-dire les éléments étrangers à l'organisme, et les éléments qui font partie de l'organisme. Donc l'organisme doit être en mesure de les distinguer pour se protéger. Maintenant, l'ensemble des éléments qui font partie de l'organisme, que l'organisme reconnaît comme faisant partie des siens, l'ensemble de ces éléments constitue le soi. Le contraire, c'est le non-soi. Donc ce sont les éléments étrangers. Donc c'est l'ensemble des éléments capables de déclencher ce qu'on appelle une réaction immunitaire. Donc un élément du soi, sa présence dans l'organisme déclenche ce qu'on appelle une réaction immunitaire. Voilà, ce que je veux préciser par là, et ce qui est important, est qu'un élément du soi peut devenir un élément du non-soi. Parce qu'un élément du soi peut subir une modification. Autre chose, ce que j'aimerais aussi préciser est que les éléments du choix sont caractérisés par ce qu'on appelle des antigènes. Ces antigènes, appelés des antigènes du choix, qui représentent la carte d'identité immunologique de l'individu. Ok, donc les éléments du choix ont leur antigène, mais retenez aussi que les éléments du non-choix aussi ont leur antigène. Donc c'est à travers ces antigènes, appelés aussi des marqueurs majeurs, je vais encore revenir là-dessus, des marqueurs majeurs du soi. C'est à travers ces antigènes que l'organisme parvient à faire une distinction, à faire une reconnaissance des éléments du soi, mais aussi des éléments du non-soi à travers leur antigène. Donc voilà en résumé, de venir sur la définition de la notion de soi. La notion de soi est l'ensemble des éléments qui appartiennent à l'organisme, caractérisés par les antigènes du soi. Le non-soi est l'ensemble des éléments qui n'appartiennent pas à l'organisme, donc qui déclenchent une réaction immunitaire. Donc voilà en résumé ce qui représente la définition du soi et du non-soi. Voilà. Donc j'ai ici un schéma, d'accord, qui montre un peu l'importance des antigènes du soi dont je parlais tout à l'heure, qui sont aussi appelés des marqueurs majeurs du soi, appelé aussi CMH, complexe majeur histocompatibilité, ou HLA. C'est en anglais Human Leukocyte Antigen, donc antigène des leucocytes humains. Ok, bon, avant de parler du schéma, j'aimerais juste apporter quelques précisions, que dans l'organisme il existe des marqueurs, à côté des marqueurs majeurs du soi, des marqueurs mineurs du soi. Bon, mais ces marqueurs mineurs du soi ne nous intéressent pas parce qu'ils sont portés par ce qu'on appelle les groupes sanguins. Ok, donc les marqueurs majeurs du soi aussi, il en existe deux. Il y a ce qu'on appelle les marqueurs majeurs du soi de classe 1 et les marqueurs majeurs du soi de classe 2. Les marqueurs majeurs du soi de classe 1 sont portés par toutes les cellules nucléaires et les plaquettes sanguines. Les marqueurs majeurs du soi de classe 2 sont portés par les lymphocytes et les macrophages. Donc ces marqueurs sont des antigènes, sont des protéines qui vont permettre aux différentes cellules immunitaires et des cellules nucléaires, comme je l'ai dit, de communiquer entre eux. Ces marqueurs facilitent tout juste la communication, la reconnaissance. Voilà. Donc, parlant maintenant du schéma, donc c'est une expérience de greffe. Une greffe, c'est un transfert d'organes, de tissu d'un individu donneur vers un individu receveur. D'accord? Donc là, nous avons eu des souris. Donc nous avons en haut un exemple de greffe appelé allogreffe et en bas une autogreffe. Une allogreffe, c'est une greffe effectuée entre deux individus génétiquement différents, ici des souris.
Donc les souris sont génétiquement différentes. Nous avons en haut une souris donneuse, d'accord, qui est de couleur grise, je pense, et en bas une souris blanche, qui est la souris receveuse. Qu'est-ce qui se passe? La souris receveuse, comme son nom l'indique, reçoit le greffon extirpé. Donc je vais me lever parce que comme on a l'habitude de le faire en classe. Donc nous avons ici une souris donneuse qui est de couleur grise et là une souris receveuse qui est de couleur blanche. Les deux souris sont génétiquement différentes. Une greffe effectuée entre deux souris qui sont génétiquement différentes est appelée allogreffe. Qu'est-ce qui se passe? À la suite d'une greffe entre deux souris génétiquement différentes, on obtient comme résultat un rejet de greffe. La souris receveuse rejette le greffe, donc ne l'accepte pas. Dans la deuxième expérience, la greffe est effectuée entre deux souris génétiquement identiques. Donc, cela veut dire la souris donneuse est égale à la souris receveuse. Qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Une acceptation. Donc la greffe, le greffon se cicatrise. Qu'est-ce qu'on peut tirer par là? Donc, avant de faire une greffe, il faut d'abord s'assurer de la compatibilité des deux individus. Qu'est-ce qu'on entend par compatibilité? Il y a compatibilité que lorsque l'organisme du receveur reconnaît l'organisme ou bien le greffon du donneur. Autrement dit, lorsque l'organisme receveur ou bien l'individu receveur reconnaît les antigènes du choix ou bien les marqueurs majeurs du choix de l'individu donneur. Donc vous voyez l'importance des marqueurs majeurs du choix. Donc c'est à travers les marqueurs majeurs du choix que l'individu receveur accepte ou bien rejette le greffon. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'importance des marqueurs majeurs du choix. Avant de continuer, j'aimerais faire aussi une petite précision sur parfois la nuance qui existe entre les deux notions. Marqueur majeur du choix et CMH, complexe majeur histocompatibilité. Les marqueurs majeurs du choix, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, sont des protéines. D'accord, sont des protéines. Le CMH est un gène. Donc ce sont des gènes qui codent la synthèse des protéines. Donc HLA, Human Leukocyte Antigen, donc c'est le CMH de l'humain. Donc là aussi, il est important de préciser parfois cette nuance. Bon, dans certains documents, ils considèrent les marqueurs majeurs du choix comme étant similaires au CMH. Là aussi, il est important de faire cette précision. Voilà. Donc je continue avec la notion d'immunité. La définition. L'immunité par définition est la capacité de l'organisme à se défendre contre un agent pathogène. Donc je répète, la capacité de l'organisme à se défendre contre un agent pathogène. Donc il existe deux types d'immunité. L'immunité naturelle et l'immunité adaptative. Donc j'ai essayé ici de faire une petite comparaison. L'immunité naturelle, c'est une immunité qui est innée. Donc c'est une immunité qui s'installe dès la naissance, comme son nom l'indique. L'immunité adaptative est une immunité qui est acquise, donc qui s'installe au cours de la vie. D'accord? L'immunité naturelle est une immunité qui est non spécifique. Autrement dit, les agents agissent de la même manière face à n'importe quel corps étranger.
L'immunité adaptative est spécifique. Comme son nom l'indique, la définition de spécificité est propre à un corps étranger. L'immunité naturelle est sans mémoire immunitaire. Donc, il n'y a pas de mémoire immunitaire qui s'installe. L'immunité acquise présente une mémoire immunitaire. La mémoire immunitaire s'installe à la suite d'un contact avec le corps étranger. Donc, l'organisme, je ne veux pas pour le moment parler des cellules immunitaires, l'organisme garde en mémoire les caractéristiques du corps étranger. Donc, cela va permettre à un deuxième contact plus efficace et plus rapide. Bien, l'immunité adaptative peut être active ou bien passive. L'immunité adaptative est dite active que lorsqu'elle est consécutive à un contact avec un antigène. Que ce contact soit un contact provoqué ou bien un contact qui est naturel. Ok. Donc l'immunité adaptative aussi peut être passive. Donc elle est dite passive que lorsqu'elle est consécutive à une sérothérapie. La sérothérapie, comme son nom l'indique, donc c'est l'utilisation du sérum. Revenons à l'immunité naturelle. Nous avons ici les éléments de l'immunité naturelle. Quelques éléments que j'ai cités ici. La peau et les muqueuses, qui constituent ce qu'on appelle les barrières naturelles. Les barrières physiques. Nous avons les larves, nous avons la salive, nous avons la sueur et le sucre gastrique. Je peux dire que qui constitue la première ligne de défense de l'organisme contre une infection microbienne. Donc voilà un peu la différence entre l'immunité naturelle et l'immunité adaptative. Deuxième partie, parlant du système immunitaire proprement dit. Je reviens encore sur la définition. Le système immunitaire est un ensemble d'organes et de cellules, donc qui assure la défense de l'organisme contre les microbes pathogènes. Le système immunitaire est constitué d'organes et de cellules. Les organes sont de deux types. Nous avons les organes lymphoïdes centraux et les organes lymphoïdes périphériques. Les organes lymphoïdes centraux sont aussi appelés les organes primaires. Les organes lymphoïdes périphériques, les organes secondaires. Les organes lymphoïdes centraux sont au nombre de deux: la moelle osseuse et le thymus. Les organes lymphoïdes périphériques sont les ganglions lymphatiques, la rate et les amygdales. Les cellules immunitaires sont au nombre de 3. Les polynucléaires, appelés aussi les granulocytes. Je vais revenir un peu sur la différence entre ces cellules immunitaires. Nous avons les monocytes qui vont donner naissance à des macrophages. Là, je précise que ce sont les monocytes qui donnent les macrophages. La différence un peu entre les macrophages et les monocytes circulent dans le sang, alors que les macrophages sont logés au niveau des tissus. Les macrophages sont aptes à faire la phagocytose, je vais revenir encore sur ce mécanisme. Les monocytes ne sont pas aptes à faire la phagocytose. Les lymphocytes aussi sont des cellules immunitaires. Ils sont au nombre de 2, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Voilà. Donc nous avons ici un schéma qui montre les principaux organes lymphoïdes dont je parlais tout à l'heure. Nous avons ici à droite les organes lymphoïdes centraux, à savoir la moelle osseuse, la moelle rouge, appelée aussi la moelle rouge, et le thymus. C'est un schéma qui montre leur localisation. La moelle rouge des os est localisée à l'intérieur des os. D'accord, c'est une substance qui est localisée à l'intérieur des os. Le thymus, on le voit ici entre les deux poumons, loge en dessous du sternum. Le sternum est un os qui sépare le thorax en deux parties. Nous avons là-bas à gauche les organes lymphoïdes périphériques, les amygdales situées là au niveau du cou, les ganglions
lymphatiques qui logent au niveau des aisselles, au niveau de l'abdomen, au niveau aussi de l'aine. Voilà, donc voilà les organes lymphoïdes et leur localisation. Pour revenir maintenant à leur rôle, parce que l'élève doit non seulement être en mesure de localiser les organes lymphoïdes, mais aussi de déterminer, bien de donner leur rôle. Les organes lymphoïdes centraux. Les organes lymphoïdes centraux sont des lieux de formation et de maturation. Lieux de formation et de maturation, c'est-à-dire lieux de fabrication de cellules immunitaires. Donc, les cellules immunitaires sont fabriquées à l'intérieur des organes lymphoïdes. Donc, c'est aussi à l'intérieur des organes lymphoïdes centraux, bien sûr. C'est à l'intérieur des organes lymphoïdes centraux aussi que les cellules immunitaires prennent ce qu'on appelle la maturation. Qu'est-ce que la maturation? La maturation, une cellule atteint, si vous voulez, l'âge de la maturité, devient mature que lorsqu'elle devient immunocompétente. La moelle osseuse est le lieu de fabrication de toutes les cellules immunitaires. Les polynucléaires, les monocytes, les lymphocytes, même les globules rouges sont fabriqués à l'intérieur de la moelle osseuse. Seuls les lymphocytes B prennent leur maturation, leur immunocompétence dans la moelle osseuse. Donc, à la sortie des LB, à la sortie de la moelle osseuse, les LB regagnent directement la circulation sanguine. Les lymphocytes T, que je vais même appeler les lymphocytes T, sont fabriqués dans la moelle osseuse, mais avant de gagner la circulation, les lymphocytes T passent par le thymus. Et c'est à l'intérieur du thymus où les lymphocytes T acquièrent leur immunocompétence. Donc c'est à l'intérieur du thymus que les lymphocytes T prennent un récepteur appelé un récepteur T ou bien CD. Voilà. Donc il existe deux types de lymphocytes T. Les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Les lymphocytes T4 portent un récepteur appelé le CD4 et les lymphocytes T8 portent un récepteur appelé le CD8. Voilà. Donc là, je vais vous montrer un schéma, oui, qui montre toujours les organes lymphoïdes centraux et le lieu de fabrication à l'intérieur de la moelle osseuse, qui est à l'intérieur de la moelle osseuse. Donc, nous avons ici en bas une cellule souche. Une cellule souche, c'est une cellule qui est indifférenciée, qui n'est pas encore différenciée. C'est-à-dire qu'il faut donner naissance à plusieurs types de cellules. Les cellules souches, une cellule souche peut donner naissance à un granulocyte, vous l'avez vu là-bas, peut donner naissance à un monocyte. Donc, cela montre que les granulocytes et les monocytes sont fabriqués à l'intérieur de la moelle osseuse. Pas seulement les polynucléaires et les macrophages, il y a aussi les lymphocytes. Les lymphocytes T, dont je parlais tout à l'heure, T4 et T8, et les LB, les lymphocytes B, ont le même ancêtre, d'accord, qui est aussi une cellule souche. La cellule souche donne naissance à la fois à des lymphocytes T, mais aussi à des lymphocytes B. Pourquoi les lymphocytes B regagnent directement la circulation? Parce que les lymphocytes B prennent leur maturation à l'intérieur de la moelle osseuse. Les lymphocytes T ne prennent pas leur maturation dans la moelle osseuse, mais plutôt dans le thymus. Donc les lymphocytes T, avant de regagner la circulation sanguine, ils passent obligatoirement par le thymus. Sinon, ils ne pourront pas assurer pleinement leur rôle. Voilà.
Avant d'attaquer la deuxième partie, la leçon portant sur la réponse immunitaire, j'aimerais juste revenir sur la notion d'anticorps et d'antigène. Il est important de connaître ces deux notions pour pouvoir aborder cette leçon, pour pouvoir comprendre cette leçon. La notion d'antigène. Un antigène peut être, pour plus de précision, exogène ou bien endogène. Un antigène exogène, c'est-à-dire qui provient de l'extérieur, est un corps étranger capable de déclencher une réaction immunitaire. Parce qu'à côté de ces antigènes exogènes, il existe des antigènes qui sont endogènes, appelés aussi les antigènes du choix. J'en ai parlé tout à l'heure. Les antigènes du choix, les marqueurs majeurs, le complexe majeur histocompatibilité appelé HLA chez l'homme. Les anticorps. Les anticorps sont des molécules en forme de Y. Donc j'ai un schéma que je vais vous montrer tout à l'heure, qui sont produits par les lymphocytes B. Donc là je précise que aussi les lymphocytes T ne produisent pas des anticorps. Seuls les LB produisent des anticorps. Donc je vous montre ici un schéma qui montre un peu la relation entre les antigènes et les anticorps. Donc, comme exemple d'antigène, appelé antigène particulier, j'ai pris ici l'exemple du virus. Donc, un virus ici, qui présente à sa surface des protéines qui représentent l'antigène. Parmi ces protéines, nous avons l'hématoglutinine ou bien la néramidase. Et des anticorps qui sont autour de l'antigène. Ce qu'il faut retenir ici est que chaque anticorps est spécifique à un antigène. Chaque anticorps ne peut détruire qu'un seul type d'antigène. Donc c'est une réponse spécifique. Pour qu'un anticorps puisse détruire un antigène, il faut que le site actif, qui est là, le site des anticorps, de l'anticorps, soit identique, soit complémentaire avec l'antigène. Il y a un autre schéma là-bas qui le montre. Nous avons un antigène qui présente à sa surface ce qu'on appelle les épitopes ou bien déterminants antigéniques avec plusieurs formes. Donc, ce qu'on peut retenir par là-bas est qu'on peut avoir plusieurs épitopes de formes différentes à la surface de la membrane d'un antigène. Voilà. Donc, pour que l'anticorps puisse neutraliser l'antigène, il faut que le site actif, je le répète, le site de l'anticorps ait la même forme que l'épitope ou bien le déterminant antigénique. Nous avons ici un troisième schéma qui montre ici deux réactions. Une réaction qui est possible, une réaction possible entre un antigène et un anticorps. Quand est-ce que la réaction est possible? La réaction est possible que lorsque le site de l'anticorps a la même forme, est complémentaire au déterminant antigénique. Dans le deuxième cas, on voit que l'antigène ou bien le déterminant antigénique n'a pas la même forme que le site de l'anticorps. Donc là-bas, il n'y a pas de réaction. Donc cela montre tout simplement la spécificité des anticorps face aux antigènes. Bon, l'ensemble, cet ensemble, anticorps, antigène, est appelé le complexe immun. Donc nous avons ici aussi un schéma. Nous avons ici plusieurs antigènes de formes différentes et un anticorps avec son site. Bon. Les antigènes n'ont pas la même forme. Parmi ces antigènes, d'accord, un seul peut être neutralisé par l'anticorps.
Donc bien évidemment, ce sera cet antigène qui a la même forme que le site de l'anticorps. Donc c'est tout juste à l'image d'une clé et sa serrure. Parce que nous savons que chaque serrure ne peut être donc ouverte que par une clé. Voilà. Donc c'est un peu cette comparaison que je veux faire entre un anticorps, un antigène, une serrure et une clé. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport aux anticorps et aux antigènes. Merci avant de continuer. Voilà, donc chers élèves, nous allons attaquer la deuxième partie, la deuxième grande partie portant sur la réponse immunitaire. Bon, je rappelle qu'il existe deux types de réponses immunitaires. La réponse immunitaire qui est non spécifique et la réponse immunitaire qui est spécifique. Dans la réponse immunitaire non spécifique, nous allons revenir sur la réaction inflammatoire, la phagocytose, l'activation du complément et la production d'interférons. Et dans la réponse immunitaire spécifique, on va parler de la réponse immunitaire à médiation humorale, dont les agents sont les lymphocytes B, et la réponse immunitaire à médiation cellulaire, dont les agents sont les lymphocytes T, dont je parlais tout à l'heure. Bien, la réponse immunitaire non spécifique. D'accord, c'est une réponse immunitaire, comme son nom l'indique, qui n'est pas spécifique à un corps étranger. Les agents agissent de la même manière face à n'importe quel corps étranger. Dans la réponse immunitaire spécifique, là-bas, les agents sont spécifiques à un antigène. Voilà, dans là un peu la différence entre la réponse immunitaire spécifique et la réponse immunitaire non spécifique. Donc nous avons ici deux schémas. Un schéma ici qui explique la réaction inflammatoire et ici la phagocytose. La réaction inflammatoire est déclenchée, donc c'est une réaction, une réponse de l'organisme déclenchée par la présence d'un microbe dans l'organisme. D'accord? Donc lorsque les microbes qui sont dans le milieu extérieur parviennent à traverser les barrières physiques, à savoir ici la peau, d'accord, et entrer dans le milieu intérieur, il déclenche ce qu'on appelle une réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire à retenir a trois signes majeurs. Il y a ce qu'on appelle le gonflement, la douleur, il y a ce qu'on appelle la chaleur. D'accord? Bien, nous aurons l'occasion quand même de revenir sur ces différents signes. Au départ, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une épine qui perce la peau et qui permet aux microbes d'entrer à l'intérieur. Le milieu intérieur est un milieu qui est favorable à la multiplication microbienne. Donc les microbes trouvent ici des conditions qui sont très favorables à leur multiplication. Donc, de leur présence ici, les microbes commencent à se multiplier. Et cette présence va déclencher une réaction inflammatoire qui est accompagnée de plusieurs modifications que montre l'autre schéma. Que se passe-t-il? Lorsque l'épine perce la peau, elle lèse certaines cellules de la peau. Ces dernières vont sécréter une substance chimique appelée l'histamine. L'histamine a trois effets différents.
Le premier effet de l'histamine, c'est au niveau des capillaires sanguins qui sont là. Donc là-bas aussi, l'autre schéma montre un capillaire sanguin qui est différent de ces capillaires sanguins. Qu'est-ce qui se passe? L'histamine agit sur les capillaires sanguins et entraîne leur dilatation, c'est-à-dire leur diamètre augmente. D'accord? C'est ce qu'on constate là-bas. Donc on voit nettement qu'il y a une différence de diamètre entre les deux capillaires. Premier effet. L'histamine aussi augmente la perméabilité. La perméabilité de la paroi des capillaires sanguins. Une perméabilité, c'est quoi? C'est la capacité de la paroi à se laisser traverser par un certain nombre de substances. D'accord? Autre chose, l'histamine entraîne une attraction. C'est-à-dire attire les éléments, autrement dit les globules blancs qui circulent dans les capillaires sanguins vers l'extérieur. Pourquoi les globules blancs sortent des capillaires sanguins? C'est pour aller à la rencontre des microbes. Parce que je rappelle que si les microbes ne sont pas éliminés, donc ils peuvent causer des maladies. Donc, les globules blancs, parmi lesquels nous avons les polynucléaires et les macrophages, d'accord, vont à la rencontre des microbes donc pour les éliminer. Le mécanisme par lequel les microbes éliminent les microbes, mais les polynucléaires et les macrophages éliminent les microbes, c'est ce mécanisme qu'on appelle la phagocytose. Donc la phagocytose, par définition, c'est un mécanisme par lequel les cellules phagocytaires tuent un corps étranger. Voilà. Donc cette rencontre a lieu au niveau des tissus, mais pas à l'intérieur des capillaires sanguins. D'accord. Ce flux, cette sortie de globules blancs vers les tissus qu'on appelle la diapèthèse. Donc c'est un processus qu'on appelle la diapèthèse. Cette sortie de globules blancs est accompagnée aussi d'une sortie d'un liquide plasmatique. Donc c'est cette sortie de liquide plasmatique qui fera gonfler la partie infectée. Donc le gonflement, c'est un des signes majeurs de la réaction inflammatoire. Le gonflement aussi va activer, ici nous avons des fibres nerveuses sensitives. Le gonflement active les terminaisons nerveuses de ces fibres nerveuses. Donc c'est ce qui est à l'origine de la douleur. Et cette douleur aussi a son importance, constitue aussi un signe majeur de la réaction inflammatoire. D'accord? J'ai parlé aussi de la douleur et du gonflement. Il reste quoi encore? La chaleur, voilà. La chaleur est ici entraînée par le flux plasmatique, donc dans les tissus, mais aussi par la dilatation des vaisseaux sanguins, plus particulièrement des capillaires. J'ai parlé aussi de la chaleur, mais aussi il y a aussi la dilatation des vaisseaux sanguins qui va entraîner la chaleur, d'accord, la rougeur. J'ai parlé aussi de la rougeur. Donc la dilatation des capillaires va entraîner la rougeur, d'accord, va entraîner aussi la chaleur. Donc voilà les 4 signes majeurs de la réaction inflammatoire, à savoir, je répète, la douleur, la rougeur, le gonflement et la chaleur. Donc là aussi c'est à retenir. Parlons maintenant de la phagocytose, les étapes de la phagocytose. La phagocytose est un mécanisme par lequel, je le rappelle, un mécanisme par lequel les polynucléaires neutralisent le corps étranger. Elle présente
plusieurs étapes. La première étape est ici l'adhésion. L'adhésion, c'est la phase pendant laquelle le polynucléaire entre en contact avec la bactérie. Ça peut être un polynucléaire ou bien un macrophage. Dans la deuxième partie qui est l'ingestion, ici qu'est-ce qu'on constate? Que le polynucléaire déforme sa membrane plasmique et englobe la bactérie, et l'ingère. Dans la troisième partie qui est la digestion, le polynucléaire, comme son nom l'indique, digère la bactérie par ce qu'on appelle des lysosomes. Les lysosomes, ce sont les granulations qui sont contenues à l'intérieur du cytoplasme, donc contenant des gengives très puissantes, donc capables de liser la membrane de la bactérie, donc par conséquent sa destruction. Et la dernière étape qui est suivie d'un rejet des déchets à l'extérieur, donc les déchets issus de la bactérie. Donc voilà les différentes parties de la phagocytose, les différentes phases de la phagocytose, à savoir l'adhésion, l'ingestion, la digestion et le rejet des déchets. Oui? Maintenant, M. Ba, peut-on savoir où se trouve la différence entre la phagocytose et l'inflammation dans leur méthode de réaction? Voilà, ce qu'il faut savoir est que ici, la réaction inflammatoire prépare ce qu'on appelle la phagocytose. La réaction inflammatoire précède la phagocytose. Voilà. Mais ce ne sont pas deux mécanismes qui agissent d'une manière différente. D'accord? Parce que nous avons ici, dans la réaction inflammatoire, nous avons la phagocytose. Là, ici, on voit les polynucléaires qui sont autour de la bactérie, autour des bactéries, prêts à les phagocyter. Donc, la réaction inflammatoire est une réponse qui prépare la phagocytose. Voilà, donc on peut continuer. Voilà, l'activation du complément et la production d'interférons. Donc, font partie aussi de la réponse immunitaire non spécifique. Donc, l'activation du complément, comme je l'ai défini ici rapidement, c'est un système enzymatique de protéines plasmatiques. D'accord? Activé par la formation du complexe antigène-anticorps. Donc, c'est le complexe immun dont je parlais tout à l'heure. Donc, qui conduit à la lyse des cellules infectées. La production d'interférons aussi. Donc, les interférons sont des substances qui sont sécrétées par des cellules infectées par un virus. Une cellule infectée libère une substance appelée interféron qui sensibilise les cellules voisines, donc qui ne sont pas encore infectées, pour leur permettre de se préparer en sécrétant des substances antivirales, c'est-à-dire qui empêchant les virus, qui peuvent empêcher les virus de se multiplier. Donc, l'activation du complément et la production d'interférons font partie aussi de la réponse immunitaire non spécifique. Bon. Venons maintenant à la réponse immunitaire spécifique, qui comprend la réponse immunitaire à médiation humorale et la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Allez-y, continuez. Donc nous avons ici un schéma qui est un peu complexe, d'accord, qui montre le mécanisme de la réponse à médiation cellulaire et le mécanisme de la réponse à médiation humorale. Okay, donc on voit ici que dans la réponse à médiation humorale, les LB sont les agents, et dans la réponse à médiation cellulaire, les lymphocytes T sont les agents. Nous avons ici les LT4 qui interviennent dans les deux types de réponses à médiation. Voilà. Les deux réponses spécifiques, à savoir la médiation cellulaire et la médiation humorale, sont précédées par une réponse immunitaire non spécifique, qui est la phagocytose. Mais je précise que seulement la phagocytose ne fait pas partie de la réponse immunitaire
spécifique. Donc la réponse immunitaire spécifique n'est qu'un relais de la réponse immunitaire non spécifique. Qu'est-ce que nous avons ici? Les deux mécanismes sont répartis en plusieurs étapes, numérotées de 1 jusqu'à 13. Dans la première étape, nous avons ici un CPA, une CPA, cellule présentatrice d'antigènes. Antigène ou bien déterminant antigénique ou épitope. Donc c'est la carte d'identité du corps étranger. Pourquoi on les appelle des CPA, des cellules présentatrices d'anticorps? Parce que ce sont des cellules qui ont la capacité de présenter aux lymphocytes les déterminants antigéniques. Après la phagocytose, le macrophage libère les déchets à l'extérieur et garde ce qu'on appelle les déterminants antigéniques au niveau de le récepteur, au niveau du CMH, complexe majeur histocompatibilité. Donc il les présente, ces déterminants antigéniques, au LT4 et au LT8. Là-bas, qu'est-ce que nous avons? Les LB. Les LB ont la capacité de reconnaître les déterminants antigéniques. Donc le macrophage ne présente pas au LB le déterminant antigénique parce que les LB ont la capacité de les reconnaître. Dans la médiation cellulaire, les agents sont les LT8. Qu'est-ce qui se passe? Le macrophage présente le déterminant antigénique au LT8. Les LT8 qui parviennent à reconnaître le déterminant antigénique, parce que ce ne sont pas tous les LT8 qui parviennent à reconnaître le déterminant antigénique. Seuls les LT8 qui parviennent à reconnaître le déterminant antigénique vont se multiplier pour donner naissance à une colonne de LT8. D'accord? Après la multiplication, nous avons une partie des LT8 qui vont se différencier en LT8 mémoire et d'autres vont se différencier en LT8 cytotoxique. Les LT8 mémoire, comme son nom l'indique, gardent en mémoire les caractéristiques des déterminants antigéniques pour qu'un deuxième contact soit un contact efficace. Donc, donne naissance à une réponse efficace et rapide. Les LT cytotoxines libèrent une substance qu'on appelle la perforine. La perforine, comme son nom l'indique, qui perfore la membrane de la cellule infectée, donc qui entraîne la lyse de la cellule. Ok. Venons-en maintenant à LT4. Les LT4, comme j'ai dit tout à l'heure, interviennent dans les deux types d'immunité. Nous avons l'immunité à médiation humorale et l'immunité à médiation cellulaire. Les LT4, une fois activés, se multiplient. Donnent naissance d'une part à des LT4 qui sont auxiliaires, qui sécrètent une substance qu'on appelle interleukine, et des LT4 mémoire comme les LT8 mémoire, donc gardent en mémoire les caractéristiques de l'antigène. L'interleukine sécrétée par les LT4 vont agir à la fois sur les LB et les LT8, entraînant leur multiplication. Et cette activation est indispensable à la médiation cellulaire, mais aussi à la médiation cellulaire. Parce que pour que les lymphocytes puissent se multiplier, il faut obligatoirement qu'ils soient activés par ces interleukines. Cette relation qui existe entre les LT4, les LB et les LB d'une part, et les LT4 et les LT8 d'autre part, ce qu'on appelle la coopération. La coopération est indispensable dans la réponse immunitaire à médiation humorale et cellulaire. Ici, la différence entre les deux, après multiplication des LB, les LB activés se multiplient et donnent naissance à plusieurs LB. Certains vont se différencier en plasmocytes. Les plasmocytes sont des cellules sécrétrices d'anticorps, les anticorps dont je parlais tout à l'heure, qui sont là.
Donc, les LB se différencient en plasmocytes et les plasmocytes produisent des anticorps. Les anticorps ont la particularité de neutraliser un antigène, donc, formant ce qu'on appelle un complexe immun, qui par la suite sera phagocyté par les cellules phagocytaires. Donc en résumé, la médiation cellulaire est prise en charge par le LT8 et la médiation humoral est prise en charge par les LB. La médiation cellulaire termine par la formation de LT cytotoxines et la médiation humoral par la formation d'anticorps. Donc voilà en résumé ce qui, représente les deux types de réponses. Monsieur Ba, pouvez-vous revenir sur le complexe immun et là-bas aussi au niveau de la sécrétion de la perforine. D'accord, merci beaucoup. Une question pertinente. Le complexe immun, je rappelle que c'est l'ensemble formé par un anticorps et un antigène. L'action des anticorps est spécifique à un antigène. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Le déterminant antigénique, ou bien l'antigène qui a été détruit par le macrophage. Parce que les LB, une fois reconnus le corps étranger, ou bien les déterminants antigéniques, vont produire des anticorps spécifiques à cet antigène. C'est l'ensemble formé par les anticorps et l'antigène, c'est cet ensemble qu'on appelle le complexe immun. Mais ce qu'il faut préciser là-bas est que les anticorps ne tuent pas l'antigène, mais ils neutralisent l'antigène. Ils diminuent son efficacité, facilitant la phagocytose. Donc, ici, l'action est indirecte, l'action des lymphocytes B est une action qui est indirecte, parce que les lymphocytes B n'agissent pas directement sur l'antigène, mais ils se différencient en plasmocytes qui par la suite produisent des anticorps qui vont par la suite détruire le corps étranger. Ici, c'est une action directe. Les LT cytotoxines produisent une substance appelée la porphyrine, donc ils agissent directement sur le corps étranger, qui peut être ici une cellule infectée par un virus. Donc voilà un peu la différence entre le complexe immun et ici la perforine qui est sécrétée par les lymphocytes, donc T8 cytotoxine. Merci beaucoup. Bon, monsieur Ba, est-ce qu'on peut dire que les phagocytoses déclenchent la réaction immunitaire à médiation humoral et la terminent ou bien? Là-bas, à l'avance, on voit la présence des phagocytoses, je veux dire des macrophages, qui ont présenté le déterminant antigénique au ZT4. Et ici, on les voit ici, enfin aussi, en train de. Ce sont eux qui ont phagocyté le complexe immun. Peut-on dire donc que ce sont eux qui commencent et qui terminent cette réaction? Très bien, donc c'est ça. Parce que comme j'ai à le dire tout à l'heure, la réponse immunitaire spécifique n'est qu'un relais. D'accord, ne fait que aider la réponse immunitaire non spécifique et ici la phagocytose. On voit que ici les deux réponses débutent ici par un mécanisme de la phagocytose. Après la phagocytose, le macrophage présente au lymphocyte le déterminant antigène. À la fin, ici, après formation du complexe immun, d'accord, qui est l'ensemble formé là-bas par les anticorps et l'antigène, qui sera finalement donc phagocyté par les cellules phagocytaires. Donc comme tu l'as si bien dit, la réponse immunitaire spécifique débute par la phagocytose et termine encore par une phagocytose. Voilà, donc ici nous avons un tableau récapitulatif de la réponse immunitaire. La réponse immunitaire non spécifique et la réponse spécifique, la réponse non spécifique, qui est divisée en deux parties, la réponse à médiation cellulaire et la réponse à médiation humoral. Bien, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, c'est un peu flou. Nous avons ici des bactéries
des microbes qui sont à l'extérieur, et là c'est le milieu intérieur. Les deux milieux sont séparés par la peau, qui est une barrière physique, une barrière naturelle, donc qui fait partie de l'immunité naturelle. Lorsque les bactéries parviennent à franchir la peau, donc à traverser la peau et entrer à l'intérieur, elles seront d'abord phagocytées par les cellules phagocytaires, que sont les polynucléaires et les macrophages. Les polynucléaires et les macrophages sont les seules cellules immunitaires aptes à faire la phagocytose. Après phagocytose, les macrophages, qui sont des cellules présentatrices d'antigènes, présentent les antigènes aux lymphocytes T, à savoir les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8, qui sont activés et par la suite vont subir une multiplication. La multiplication des lymphocytes T va donner naissance d'une part à des lymphocytes T spécifiques de l'antigène, qui peuvent être des lymphocytes T cytotoxiques ou bien des lymphocytes T sécréteurs d'interleukine, et d'autre part des lymphocytes T mémoire, qui peuvent être des lymphocytes T4 mémoire, des lymphocytes T8 mémoire. Donc c'est la réponse immunitaire à médiation cellulaire. L'autre partie, la réponse immunitaire à médiation humorale, là-bas qu'est-ce que nous avons? Les agents sont les lymphocytes B. Ici, le macrophage phagocyte le corps étranger et présente les déterminants antigéniques O et B qui seront activés par la suite et se multiplient. Donner naissance d'une part à des lymphocytes B mémoire et d'autre part à des lymphocytes, à une clone de lymphocytes B, qui vont se différencier en plasmocytes, qui sont des cellules sécrétrices d'anticorps. Donc on voit que ici les anticorps neutralisent les antigènes isolés ou portés par les cellules. Donc voilà en résumé, le tableau récapitulatif de la réponse immunitaire, la réponse non spécifique et la réponse spécifique acquise. Bon. Monsieur Ba, dans certains schémas, on voit l'apparition des IL, c'est-à-dire des interleukines. Quel est le rôle dans la réaction immunitaire à médiation humorale? Très bien. Ce sont les interleukines sécrétées par les lymphocytes T4 auxiliaires, donc qui activent la multiplication des lymphocytes B, donc dans la réponse immunitaire à médiation humorale. Donc on peut dire que sans ces interleukines, les lymphocytes B ne peuvent se multiplier. Donc il faut obligatoirement cette coopération entre les LB et les lymphocytes T4, donc d'où l'importance des interleukines sécrétées par les lymphocytes T4 auxiliaires. Monsieur Ba, avant de passer à l'exercice, j'aimerais bien poser ma dernière question, à savoir, on dit souvent qu'il y a la présence des LTS, des lymphocytes T suppresseurs qui viennent terminer la réaction immunitaire. Est-ce que c'est vrai? Voilà, très bien. Les lymphocytes T suppresseurs, comme son nom l'indique, le rôle de ces lymphocytes joue un rôle important. D'accord? Parce qu'à la fin de la réponse à médiation humorale ou bien la réponse à médiation cellulaire, ces lymphocytes vont assurer, comme son nom l'indique, l'élimination, la suppression des lymphocytes B qui étaient différenciés en plasmocytes, mais aussi les lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T cytotoxiques doivent être éliminés à la fin de la réaction, immunitaire spécifique. Pourquoi? Parce que ces cellules immunitaires ne sont plus considérées comme étant indispensables. Donc, c'est ça un peu le rôle des lymphocytes suppresseurs. Donc, leur rôle n'est pas aussi important dans la réponse immunitaire à médiation humorale comme à médiation cellulaire. Il assure tout juste la suppression des lymphocytes, c'est-à-dire à la fin de la réponse immunitaire. Donc c'est ça un peu le rôle des lymphocytes suppresseurs comme son nom l'indique.
Bon, Monsieur Ba, nous voici au terme de cet exposé qui parlait de l'immunologie. Nous allons vous laisser dire vos derniers mots avant qu'on puisse terminer. Bon, peut-être terminer par vous remercier encore, comme j'ai à le dire à l'entame de mon cours, de m'avoir donné l'occasion vraiment de dérouler un cours d'une importance capitale portant sur l'immunologie. Donc, je vous remercie, je vous encourage parce que vraiment, vous méritez d'être encouragé. Vous, Gandiaye Horizon TV. Donc, vous méritez aussi d'être soutenu. Donc, je termine par des prières, m'associer aux prières de toutes et de tous, d'accord, pour que cette maladie dont nous vivons tous puisse quitter définitivement le Sénégal. Bon, je dirais même pas le Sénégal, mais le monde entier. Parce que tant que la maladie continue de sévir dans le monde entier, je peux dire qu'aucun pays n'est épargné. Donc je souhaite que cette maladie, vraiment qui impacte négativement sur tous les secteurs, vraiment quitte définitivement le Sénégal. Donc je rappelle aussi, je lance un appel à tous les Sénégalais quand même de respecter les mesures d'hygiène prises par le ministère de la Santé. Parce que c'est de cette manière quand même qu'on pourra endiguer définitivement cette maladie. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles, chers amis, j'en profite pour remercier aussi toute l'équipe de réalisation de Gandiaye Horizon TV, à commencer par notre génie, le génie caméraman surnommé Ndiaye Efficace, ainsi que le réalisateur Thiao. C'était tout pour aujourd'hui. On vous remercie. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Oui. Voilà, merci. Sonal nañ la de. Ah non, bravo, sonal nañ la de.